Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Trouver de nouveaux débouchés pour les algorithmes de reconnaissance d'images. C'est le défi qu'a relevé Victor Rothenauer, le cofondateur de Photonauer. Au micro de Pierre-Nicolas Schwab, il explique la technologie employée, ses applications ainsi que le futur de sa société. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds consacré au marketing et à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor Rothenauer. Il est le cofondateur d'une start-up, Photonauer. Bonjour Victor. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de nous accorder ce temps pour la réalisation de ce podcast qui, comme vous le savez, sera structuré en 6 chapitres. Premier chapitre, nous aimerions parler de votre expérience entrepreneuriale. Quels sont tout d'abord les 3 chiffres clés de votre entreprise ? Les 3 chiffres clés de Photonauer sont que nous avons investi 1 million d'euros en recherche et développement, R&D, dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Nous avons pu contracter avec 10 clients grands comptes et dans la filière automobile, nous avons traité 1 million de dossiers de sinistres endommagés, de voitures endommagées. Quels sont ensuite les 3 conseils que vous donneriez pour bien démarrer sa start-up ? À mon avis, le point le plus important est d'avoir de la ténacité et de s'accrocher aux idées et à l'envie que l'on a. Le deuxième point est de s'appuyer sur ses compétences fortes, dans mon cas, la partie technique. Et enfin, le dernier point est de s'entourer d'une équipe, un noyau solide qui va pouvoir permettre de compléter les compétences que l'on a. Parlant justement de compétences, quelles sont celles que vous jugez indispensables à la réussite d'une start-up en général ? En 3 mots, ce serait marketing, gestion de projet et technique. En d'autres termes, le marketing, c'est qu'il faut avoir une bonne idée et la gestion de projet, de l'exécuter intelligemment. En général, il y a quand même un aspect technique de rupture qui est important pour que la start-up réussisse. Merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape, au deuxième chapitre de ce podcast, la genèse de l'idée entrepreneuriale. D'où vous est venue l'idée de lancer Photonauer ? Donc peut-être que pour commencer ce chapitre, ce qui serait intéressant, c'est d'abord de rappeler les activités de votre entreprise. Ma société, qui a 5 ans d'existence, est spécialiste en reconnaissance d'images, computer vision en anglais, qui est une branche de l'intelligence artificielle. Nous avons travaillé tout d'abord sur des problématiques de classification de photos provenant des réseaux sociaux pour illustrer des événements médiatiques, comme la présence de drones au-dessus des Champs-Élysées, il y a 5 ans, ou bien des lieux touristiques. Depuis 3 ans, nous avons pivoté vers des sujets industriels avec 3 domaines principaux, l'expertise automobile, le tri des déchets et le monde du vivant. Aujourd'hui, les 2 premiers sont ceux qui ont le plus de traction, bien évidemment. Et d'où vous est venue l'idée de vous lancer sur la computer vision ? Donc ça, c'est plutôt des opportunités saisies et une suite de choix personnels que j'ai faits. Après une carrière en recherche quantitative en finance de marché, qui est un métier assez technique, j'ai croisé des amis qui lançaient une première start-up dans laquelle j'ai pu être CTO. Et puis, 1 an après, il y a donc 5 ans, 5 ans et demi, je me suis lancé tout seul. Je me suis lancé sur un nouveau sujet et je me suis fait accompagner d'autres cofondateurs. D'où vous est venue la nécessité de changer de domaine, de secteur ? J'ai toujours eu à cœur de faire le lien entre le monde commercial et le monde de la recherche. Et je ne souhaitais pas le faire uniquement dans un seul domaine au cours de ma carrière. Parfait. Nous en arrivons au 3e chapitre de ce podcast, la validation de l'idée entrepreneuriale. Donc, nous sommes ici sur un sujet qui est hautement technique, qui a trait à l'intelligence artificielle. Avez-vous testé la pertinence de votre idée avant de lancer votre entreprise ? Alors, sur le premier marché des médias, j'ai eu un premier client qui m'a suggéré de me tourner là-dessus. Cependant, d'une certaine manière, l'expérience a tourné court, car au bout d'1 an, nous nous sommes rendus compte que le business model était assez complexe. Sur les marchés qui nous intéressent aujourd'hui, les déchets et l'automobile, pour l'automobile, ça a été une volonté personnelle de l'équipe que j'ai constituée avec Vincent Delorme. Et pour les déchets, on a senti une traction forte. Et dans le cadre de la transition écologique, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de problématiques que nous pouvions adresser, la qualité de la collecte et du tri des déchets. Comment est-ce que vous avez détecté ces signaux ? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de cette traction ?
On s'en est rendu compte par relation personnelle, hein, enfin simplement en s'informant de ce qui se passe dans le monde et plus des comment dirais-je, engagements des nouvelles générations. Est-ce qu'on n'a pas envie à un moment de valider des hypothèses, de valider des croyances qu'on peut avoir de manière plus objective? Je pense que ce que vous dites est assez théorique. Je ne nie pas l'intérêt d'une étude de marché, mais dans le cadre d'un projet entrepreneurial de type start-up, on va dire, on met ses tripes sur la table, c'est une étude de marché en continu qu'il faut faire et des ajustements. Ce n'est bien sûr pas du tout évident à réaliser et je me garderais bien de penser que je le fais parfaitement, mais à mon avis, c'est tout de même le plus efficace. Est-ce que vous avez amélioré votre idée de base en tenant compte justement des feedbacks, soit de vos proches, soit des clients, soit des prospects? Oui, totalement. En tenant compte surtout des prospects et des clients, sachant que les feedbacks des prospects sont les plus difficiles à intégrer, car ce sont souvent des signaux faibles, des absences de réponses, des réponses partielles, des réponses tardives, et que c'est ce que j'observe être le plus difficile à intégrer, mais aussi qui a le plus de valeur, finalement les mauvaises nouvelles. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le prospect ne va pas forcément vous donner un signal précis, un feedback concret, mais c'est plutôt de l'absence de signaux qu'on peut tirer un enseignement? Oui, voilà, exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Et moi, dans ce que j'appelle métier d'entrepreneur, je ne sais pas si le terme est adapté, c'est ce que je considère comme étant vraiment le plus dur. La façon d'intégrer les feedbacks et les signaux qui ont le plus de valeur, mais en fait, qui sont assez faibles. Chapitre 4 de ce podcast, le démarrage. Comment avez-vous trouvé vos premiers clients et qu'est-ce qui a été compliqué dans cette phase de démarrage? Dans les deux cas, sur les déchets et l'automobile, c'était à chaque fois un travail de terrain, des contacts personnels et un début d'exécution de l'idée qui a pu faire que de fil en aiguille, en présentant à des personnes proches les idées que nous souhaitions mettre en place. Dans l'automobile, par exemple, nous avons pu participer à une présentation devant un panel d'assureurs et d'experts automobiles, parmi lesquels nous avons trouvé nos premiers clients. Est-ce que ça veut dire qu'il faut disposer d'un réseau pour pouvoir trouver ses premiers clients? Ou bien est-ce que même une personne, même un entrepreneur qui n'a pas de réseau existant peut quand même se lancer sur un marché aussi technologique que le vôtre? Je pense qu'on peut se constituer un réseau en quelques mois, en un an ou deux, en ayant de l'entre-gens, en sachant ce qu'on veut. Je crois qu'il faut être multicanal là-dessus. Pas uniquement s'appuyer sur son réseau, mais bien sûr aussi sur une nouvelle possibilité de communication qui existe actuellement. Par exemple? Son site web, les réseaux sociaux professionnels, votre podcast. Par exemple, effectivement. Et est-ce que vous avez justement utilisé les réseaux sociaux professionnels et si oui, comment? J'ai essayé de comprendre un petit peu comment était structuré le marché de l'assurance et de l'expertise automobile et je me suis approché d'un certain nombre de personnes qui, alors parfois les gens dont je m'approchais, je les connaissais indirectement, donc ça aide toujours un petit peu, mais en réalité, en travaillant, au bout d'un moment, pelote de fil se déroule toute seule. Quels ont été les signaux que vous avez remarqués, que vous avez notés, qui indiquaient que le marché réagissait positivement? Sur l'automobile, j'ai entendu parler de concurrents qui levaient des sommes d'argent assez conséquentes. Donc, ça me paraissait un signal assez fort qu'il y a un besoin qui existait d'automatiser la gestion des sinistres. Dans les déchets, en visitant des premières installations, en parlant à des premiers clients, on a bien vu le niveau technologique requis pour arriver à fournir des premières solutions et notre capacité à l'atteindre assez rapidement. Et quel est le temps nécessaire entre le moment où on établit un premier contact, à partir du moment où on propose cette solution technologique, et le moment où on arrive à vraiment faire un deal avec le client? Dans ces deux marchés où il y a quand même des grands comptes, pour les premiers clients, il faut compter au minimum 3 ou 6 mois. Ensuite, on a signé des deals beaucoup plus rapidement, une fois qu'on était installé. Donc, de l'idée sans réseau au premier client, 1 an ou 1 an et demi, c'est quelque chose de formidable, je crois. Comment est-ce qu'on fait justement pour continuer à vivre pendant cette année ou cette année et demie? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les fonds et pour garder aussi l'énergie et le courage d'avancer? L'énergie et le courage, ça, je crois que c'est quelque chose de personnel.
Moi, personnellement, je l'ai basé sur mon expérience précédente d'employé et j'ai bien senti que malgré toutes les difficultés, je préférais continuer à aller de l'avant dans l'entrepreneuriat avec tous les risques inhérents. Maintenant, les moyens, nous avons été accompagnés par des business angels, des proches essentiellement, qui nous ont soutenus. Et nous avons pu aussi profiter de crédits d'impôt à l'innovation qui, en France notamment, permettent de développer des solutions technologiques fortes. Chapitre 5 de ce podcast, le décollage. Votre startup existe déjà depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour passer à la vitesse supérieure ? Ce qu'on a fait pour passer à la vitesse supérieure, c'est qu'on a embauché des gens très compétents en appliquant la formule bien connue des entrepreneurs. Ce qu'on sait faire, il faut le déléguer. Ce qu'on ne sait pas faire, il faut le faire soi-même. Et ce qui est bien sûr un petit peu ambivalent. On s'est appuyé sur nos premiers chiffres d'affaires, pouvoir lever un peu plus d'argent auprès de ces mêmes business angels et du coup affermir l'équipe pendant les phases de finalisation des produits. Est-ce que c'est compliqué de gérer les aspects humains dans une phase d'expansion ? Les aspects humains sont toujours cruciaux à gérer, quoi qu'il en soit. Après, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec notre bon sens, et avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est un maître mot dans toutes ces approches. Et on essaye de donner à chacun sa chance de s'épanouir et des opportunités de développer ses compétences. Je sais, les talents, les compétences dans le marché de l'IT ou sur le marché de l'IT sont rares, sont chers, sont recherchés. Comment est-ce qu'on fait justement pour attirer ces talents et surtout pour les garder ? Moi, dans mon cas qui est de fortes compétences techniques, je me suis appuyé là-dessus pour former une majeure partie de notre équipe. Pas tout le monde, notamment dans la phase d'expansion, on a recruté des personnes externes avec de l'expérience. Dans d'autres cas, j'observe des entrepreneurs qui ont des compétences en marketing et en développement de projets et de produits qui s'associent à des CTO. Sans doute la bonne chose à faire. Je ne sais pas s'il est réellement possible d'externaliser les aspects techniques, surtout si on veut être en rupture technologique. Parlons maintenant du futur. À quoi ressemble le futur de Photonower ? J'espère qu'il est radieux. De fait, ce que nous aimerions surtout, c'est pouvoir s'étendre à l'international. Je pense que d'ici même 2 ans, nous aurons des services dans une dizaine de pays, principalement européens. À l'horizon 5 ans, on vise de l'ordre de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les métiers de l'assurance et des déchets. Comment est-ce que vous allez justement vous y prendre pour ouvrir ces nouveaux pays ? Déjà, ouvrir un pays, le pays où l'on est, c'est pas forcément facile, mais alors lorsqu'on veut s'étendre à l'étranger, aller sur des marchés qui sont peut-être culturellement différents, où le business se fait différemment, comment est-ce qu'on s'y prend ? Nous avons la chance qu'un certain nombre de nos clients industriels sont en fait déjà tournés à l'international, ce qui nous permet d'avoir un début d'exposition et des premiers prospects en Allemagne, Belgique, Hollande et Espagne. Et donc, c'est essentiellement là-dessus qu'on va s'appuyer a priori, tout en recrutant peut-être des bureaux sur place lorsque ce sera opportun. Justement, est-ce qu'il y a des ressources que vous avez identifiées ? On parlait en début de ce podcast des compétences que vous jugez indispensables pour la réussite d'une start-up. Est-ce que pour la croissance et l'expansion à l'international, vous avez identifié des compétences différentes qui sont encore peut-être manquantes dans votre entreprise et que vous allez devoir acquérir ? Je pense que ma société Photonower aurait à gagner à recruter des talents en business développement et en marketing. C'est une tâche à laquelle j'ai beaucoup contribué ces derniers temps et je pense qu'elle peut être structurée en partie maintenant. Après, nous avons toujours besoin de data scientists, bien que nous avons des flux de recrutement dans les universités françaises assez bons. Alors, si on se retrouve dans 5 ans, si on refait un podcast ensemble, ce que je souhaite, bien entendu, ardemment, quels sont les 3 chiffres clés que vous me donnerez à ce moment-là ? Donc, à ce moment-là, comme je disais en partie, j'espère qu'on sera implanté dans 20 pays sur 3 continents, qu'on fera 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on permettra de, mettons, 100 millions de tonnes de déchets d'être bien triés et mieux revalorisés. C'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on souhaite également à l'environnement. Merci Victor Reutenauer de nous avoir accordé ce quart d'heure pour ce podcast. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société Photonower, actuellement en France et bientôt à l'étranger. À bientôt Victor. À bientôt.
Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.